déjà là. Excusez-moi. Bonjour, chers élèves du collège Condorcet. Je me retrouve ici face à vous par vidéo, par ce moyen de communication, parce que nous ne pouvons pas nous retrouver en ce moment directement en face à face. Alors, je me propose de vous expliquer un petit peu comment tout cela va s'organiser de façon à ce que nous soyons le plus efficace possible. Alors, comme de coutume, vous me verrez vous présenter la séance du jour, puis en un second temps, je diffuserai également la vidéo du diaporama correspondant à la séance, diaporama dont vous avez déjà tous énormément l'habitude. Alors, évidemment, pour suivre ce diaporama commenté, il est nécessaire de télécharger la fiche correspondante. Fiche aussi que vous connaissez bien. Alors, où la trouver cette fiche? Probablement que je pourrais la mettre ici en lien sous la vidéo. Sinon, vous la trouverez à l'endroit habituel sur Pronote. Et donc, le mieux, évidemment, ce serait de pouvoir l'imprimer, mais nous n'avons pas tous des imprimantes chez nous. Et je conseillerais quand même à minima de la télécharger pour pouvoir suivre convenablement les commentaires du diaporama correspondant à la séance. Quoi d'autre? Ici, vous pouvez laisser un certain nombre de commentaires. Je ne vous demande pas des likes ou des dislikes, enfin quoique, mais plutôt des questions si vous en avez, des remarques si vous en avez, une demande d'explication plus approfondie sur tel ou tel aspect. Vous n'hésitez pas, ce qui me permettra moi-même de me faire une idée du suivi de ces séances de français par vidéo. Bonjour, élèves de Condorcet. Vous voyez, je suis ici confiné sur mon île Speranza, prêt à vous raconter toute mon aventure digne de celle de Robinson Crusoe. Alors, trêve de plaisanterie, nous allons aujourd'hui ouvrir cette séquence 4 traitant de l'aventure de Robinson Crusoe. Alors, ici, il ne s'agit pas tant de parler de Robinson Crusoe, mais plutôt de focaliser sur un personnage, Vendredi, puisque nous ne lisons pas l'œuvre de Daniel Defoe, mais celle de Michel Tournier, qui a été publiée en 1971 et qui s'intitule Vendredi ou la vie sauvage. Alors, nous allons voir déjà un petit peu à travers cette correction que le roman a décidé de ne plus tant s'intéresser à Robinson, mais plutôt au personnage de Vendredi, celui qu'on dit être le sauvage, et peut-être que la leçon que nous allons en tirer, c'est que finalement, Robinson, celui dit civilisé, va se trouver bouleversé et va apprendre beaucoup de celui qui, au départ du roman, était, j'allais dire, déconsidéré. Bien, alors je propose que nous commencions cette séance 1 à travers la correction de la première fiche que vous avez pu recevoir hier. À tout de suite, je retourne dans la civilisation. Nous revoilà autour de la civilisation. Et la civilisation, c'est le livre, puisque cette question est évoquée, et nous aurons l'occasion d'en reparler dans Vendredi ou la vie sauvage, c'est-à-dire les bienfaits de l'écriture en elle-même. Mais pour ce jour, nous devons corriger la première séance, qui est une introduction à l'œuvre de Michel Tournier, intitulée Vendredi ou la vie sauvage, publiée en 1971. Alors,
Ici, il s'agira de procéder en 3 étapes. La première, étape classique, concerne le vocabulaire, autour de 2 mots qui semblent opposés, antinomiques, c'est-à-dire celui de civilisé et celui de sauvage. Puis, en un deuxième temps, eh bien évidemment, nous évoquerons rapidement l'auteur, Michel Tournier, pour terminer dans une troisième partie sur ce que l'on nomme le schéma narratif. Alors, a priori, si vous avez visualisé la petite vidéo, le lien de la petite vidéo que je vous ai donnée hier, vous en avez déjà une certaine idée. Eh bien, nous l'évoquerons, nous, justement, à travers le récit de Michel Tournier. Alors, le schéma narratif, vous verrez, il s'agit de respecter un certain nombre d'étapes ou de reconnaître un certain nombre d'étapes qui constituent, qui organisent un récit. Nous verrons aussi que le schéma narratif, c'est quelque chose qui s'adapte bien à l'organisation d'une rédaction telle que moi je vous demande de le faire depuis le début de l'année, c'est-à-dire effectivement une introduction, un développement, une conclusion, et nous verrons que la rédaction répond assez bien à cette question du schéma narratif, expression qui a l'air complexe comme ça, mais qui ne l'est pas réellement. Alors, ici, je vous propose donc d'entrer dans Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. Ici, nous allons donc entrer dans le récit de Vendredi ou la vie sauvage. Comme vous en avez coutume, il n'est pas non nécessaire de préciser les objectifs. Donc ici, l'enjeu était de savoir si vous étiez capable de rechercher des informations pertinentes sur Internet, voire en citant vos sources. Alors, ici, nous pouvons regarder le plan de séquence. Vous en avez l'habitude. Le diaporama vous est ici accessible visuellement. Et nous voyons que comme lorsque nous commençons une séquence, nous avons ce temps de recherche qui nous permet un petit peu de brasser dans sa globalité l'objet de notre étude, ici, le récit de Michel Tournier. Les mots autour du roman de Michel Tournier. Alors, j'ai choisi celui de Sauvage qui s'opposera tout à l'heure à celui de Civilisé, puisque il y a bien cette confrontation entre ces deux personnages. Alors, j'insiste déjà un peu, comme je le disais en introduction, sur l'objectif de Michel Tournier, probablement, c'est d'insister sur un personnage qui a été jusque-là secondarisé, hein, pour, à l'inverse, secondariser Robinson, et peut-être pour critiquer un petit peu la manière dont l'homme civilisé se représente ou veut civiliser celui qu'il considère comme son opposé, c'est-à-dire le sauvage. Alors, au départ,
je vous demandais de chercher l'étymologie du mot sauvage. Alors, l'étymologie, ça veut dire comment ce mot s'écrivait ou se disait en latin et quel était son sens en latin. Alors pour ça, un dictionnaire d'étymologie est nécessaire ou alors une simple recherche sur Internet nous permet de trouver effectivement cette étymologie qui apparaît devant vous. Silvaticus, qui désignait la forêt. Donc, pour les latins, le mot sauvage, ici, était en rapport avec la forêt. Ce qui était sauvage, c'était la forêt. Alors, si je devais chercher des mots de la même famille, eh bien, je devrais prendre un dictionnaire, ici, et je devrais entendre toujours le radical sauvage, c'est-à-dire que les mots de la même famille, eh bien, ne sont pas à confondre avec des mots du champ lexical qui appartiennent au même thème. Alors, je cherche dans mon dictionnaire sauvage, hop, et lorsque j'arrive à la page sauvage, en règle générale, autour de ce mot, je vais trouver des mots de la même famille où l'on entendra donc le radical en question. Par exemple, je vois donc après sauvage, je lis sauvageon, sauvagerie, sauvagesse, sauvageant, etc., etc. Donc on ne va pas évidemment tous les noter, mais lorsque vous vous servez d'un dictionnaire, si vous voulez trouver des mots de la même famille, d'une classe grammaticale différente, eh bien, il faut tourner autour du mot en question. Alors, ici, vous pouvez noter, en tout cas, si vous avez imprimé la fiche ou alors sur une feuille à côté, au moins 3 mots que j'ai pour vous ici sélectionnés. Alors, sauvageon, si je regarde de nouveau le dictionnaire, ce n'est pas forcément ce que l'on croit, puisque pendant une certaine période, il y a quelques années, un ministre avait employé le terme de sauvageon concernant de jeunes enfants qui avaient commis des bêtises, je ne sais plus lesquelles, il les avait affublés de cet adjectif sauvageon. Et finalement, lorsqu'on regarde le Littré, qui est un des dictionnaires de référence, on constate que sauvageon désigne un arbre venu spontanément dans les bois, dans les haies, de pépins ou de noyaux de fruits sauvages, et dont les fruits ont trop d'apprêté, trop de goût pour être bons à manger. Autrement dit, un sauvageon, donc ça le renvoie bien, comme nous l'avons dit, à la forêt, ici à l'arbre. Ce sont des arbres qui poussent de manière anarchique. La sauvagerie, ici alors sauvageon était un nom masculin, mais la sauvagerie est un nom féminin. Alors la sauvagerie, je recherche encore, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est agir de manière sauvage, autrement dit, de manière violente. C'est ce que implique aujourd'hui le terme sauvagerie. J'en ai rajouté un autre, ici, un nom féminin qui se dit sauvagesse et qui désignait justement, si je lis encore le Littré, une femme sans culture, sans monde. Alors, finalement, quelle conclusion peut-on tirer des mots qui appartiennent à la même famille que sauvage? Eh bien, c'est qu'ils sont tous connotés négativement. Le terme sauvage et tous les mots de la même famille sont connotés négativement, c'est-à-dire qu'ils renvoient à une réalité négative qu'on ne veut pas voir, qui nous paraît insupportable. Dès lors que l'on applique à vendredi dans l'œuvre de Michel Tournier le terme sauvage, on entend ici que le personnage est dévalorisé ou infériorisé par rapport à nous qui ne nous déclarons pas comme tels, qui nous déclarons, nous verrons tout à l'heure, comme civilisés. Et justement, nous le verrons bien, que celui que l'on dit sauvage, eh bien, ne l'est pas tant que cela, ou alors appartient, dirais-je, à une autre culture, à une autre façon de se
de regarder le monde, de se le représenter, et ce qui ne constitue pas une sauvagerie. D'ailleurs, ici, lorsqu'on regarde les termes qui appartiennent au champ lexical du mot sauvage, j'en ai là aussi sélectionné quelques-uns, pour les trouver, c'est assez simple. En lisant les définitions, nous avons une série de mots expliquant le mot sauvage qui permettent aussi de trouver ce champ lexical, d'étoffer notre champ lexical. Alors évidemment, puisque nous sommes du côté de la forêt, avec, comme nous l'indiquait l'étymologie, nous pouvons y ajouter des termes comme animaux, comme apprivoisés, comme arbres, comme cruels, comme barbares. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui avaient oublié, le champ lexical, ce sont les mots qui appartiennent au même thème. Donc là, vous n'avez peut-être pas trouvé ces termes-là, ou vous en avez quelques-uns en commun, mais un champ lexical est bien plus large que rechercher des mots de la même famille. Alors, ce que je retiendrai ici encore, vous voyez, cruel et barbare, qui montre bien encore l'aspect négatif, l'aspect connoté péjorativement de ce terme. Alors, barbare, eh bien, pour les Grecs, c'était tout ce qui n'était pas justement grec. Autrement dit, on voit bien ici qu'il y a une confrontation culturelle qui va se jouer dans Vendredi ou la vie sauvage. Alors, je vous avais demandé, vous pouvez toujours le faire, hein, puisque vous avez la possibilité, grâce à la vidéo, de mettre pause. Vous avez toujours aussi la possibilité d'écrire ces 3 phrases qui comprennent les mots que je viens de sélectionner. Dans ce cadre-là, vous faites pause et après, vous aurez la suite. Bien. Voici 3 phrases que je vous propose, que vous pouvez recopier ou alors garder les vôtres propres. Le chat de ma voisine est cruel envers les oiseaux, il les attaque sauvagement. Pierre est un barbare, il ne sait pas apprécier les beautés de l'art. Ne pas apprivoiser un animal, c'est accepter qu'il soit sauvage. Donc, vous voyez ici, toujours autour du mot sauvage, une connotation plutôt négative. Alors qu'à l'inverse, nous allons maintenant passer à notre second personnage, puisqu'ici nous faisions principalement référence à Vendredi. Eh bien, parlons de Robinson, dit l'homme civilisé. Alors, il nous fallait chercher l'étymologie du mot civilisé. Alors là, c'était un peu plus complexe, puisque vous voyez que ça vient de civil, et auquel on a rajouté le suffixe, donc c'est un petit bout de mot qui ajoute un sens à radical, et ce suffixe, c'est le suffixe isé. Alors, qu'est-ce que signifie civil? Eh bien, c'est tout ce qui concerne les citoyens, les habitants d'une cité. Et nous sommes citoyens, nous entendons ce terme fréquemment, et considérant l'actualité, nous entendons sans cesse aujourd'hui, et c'est simple, eh bien, qu'il nous faut être civil, qu'il nous faut être... Alors, qu'est-ce que ça peut signifier? Ça signifie qu'il nous faut être poli, ça signifie qu'il nous faut faire preuve de civisme. Nous allons nous demander qu'est-ce que cela signifie. Alors, eh bien, par exemple, faire preuve de... Ici, nous allons voir faire preuve de civisme, eh bien, c'est respecter l'autre. Faire preuve de civisme, c'est aujourd'hui, par exemple, ne pas sortir de chez soi afin de protéger l'autre d'un virus qui circule actuellement. Alors, vous avez pu vous apercevoir que j'en suis déjà dans les mots de la même famille. Donc, civisme, c'est faire preuve de civisme, c'est faire preuve de politesse, c'est être honnête. Et vous voyez d'emblée que là, à l'inverse de sauvage, le terme est connoté positivement. Alors, civisme, eh bien, nous devons en faire preuve régulièrement dans notre vie, au collège.
Si je jette un papier par terre indifféremment de celui ou celle qui devra la ramasser, eh bien, je manque de civisme, c'est-à-dire que je manque clairement de respect à l'égard de l'autre. Alors, civilisable dans les mots de la même famille, eh bien, ici, nous sommes du côté de l'adjectif, c'est-à-dire, eh bien, quelqu'un qui peut devenir civil, qui peut être civilisé. Alors, civilisable, ça veut dire qu'il est des personnes qui ne sont pas civilisées et qu'on peut rendre, eh bien, qu'on peut rendre comme tel. Alors, civilisateur, eh bien, c'est celui qui va faire l'action de civiliser autrui. Alors, pourquoi j'ai choisi ces termes? Bien parce qu'ils caractérisent plutôt bien euh, Robinson, qui, lui, d'emblée, lorsqu'il se retrouvera, nous parlerons de l'histoire plus clairement lorsqu'on fera le schéma narratif, lorsqu'il va se retrouver naufragé sur cette île, son premier réflexe, c'est de recréer une sorte de civilisation. Et lorsqu'il aura l'occasion de rencontrer Vendredi, eh bien, ce sera de le civiliser. Avant de se rendre compte que civiliser quelqu'un n'est pas sans causer un certain nombre de problèmes, au moins à titre personnel. C'est-à-dire que Robinson, petit à petit, comprend qu'il peut apprendre des choses de celui qu'il considère comme sauvage, et plus que cela, peut-être se voit-il lui-même comme quelqu'un d'un peu rigide, hein, qui a du mal à lâcher prise, à laisser parler la part de nature de ce qu'il est, de naturel. Alors, des termes qui appartiennent au champ lexical du mot civilisé, eh bien, j'en ai sélectionné quelques-uns qui apparaissent sur votre écran. Alors, le mot civilisé, j'ai choisi le droit, puisqu'effectivement, le droit, c'est ce qui constitue aussi le citoyen. Nous avons ce que l'on dit des droits, mais nous insistons aussi sur le fait que nous avons des devoirs, donc ça a un rapport avec la civilisation. Le fait d'être honnête, le fait d'être poli, hein, c'est ce que je vous disais à travers déjà le terme de civisme. Eh bien, ici, pour insister encore sur le fait que les termes ici sont positifs, à l'inverse de tout ce qui tourne autour du terme sauvage. Et les mœurs, eh bien, ce sont globalement les habitudes, eh bien, d'une civilisation, d'un pays, ou on va dire d'une culture. Voilà. Donc il s'agissait là aussi, je vous invite à faire une pause si vous voulez avoir le temps d'écrire 3 phrases comprenant ces mots. En tout cas, moi, je vous propose les miennes. Je vous laisse toujours une petite seconde de façon à ce que vous puissiez faire pause. Alors, ici, faire preuve de civisme implique de respecter les droits de chacun. Les mœurs des pays du Sud sont différentes de celles du Nord. Être poli et honnête, telles sont les valeurs d'un bon citoyen. Vous voyez que, comme j'insiste très nettement là-dessus, ici, tout ce qui tourne autour de la civilisation, du terme civilisé, sont pour nous positifs. Alors maintenant, nous avons terminé cette première étape. Alors évidemment, c'est parce que nous serons amenés à y revenir fréquemment sur cette opposition des deux personnages. Hein. Mais avant cela, il faut maintenant un petit peu regarder qui était Michel Tournier. Alors ici, Michel Tournier, l'auteur, je vous en ai demandé une petite biographie, mais évidemment très simple, c'est une manière de situer un petit peu le temps où vivait Michel Tournier et puis d'avoir une petite idée des œuvres qu'il a écrites. Il ne s'agit pas de faire une biographie complète, exhaustive du personnage. Alors ici, vous voyez, il est né en 1924 et nous a quittés récemment en 2016. Et c'est un personnage un petit peu particulier, Michel Tournier, parce que
ben, il a fait des études de philosophie au départ, et puis il a échoué. Hein. Il a échoué à ce qu'on appelle le concours de l'agrégation qui permet de devenir professeur de philosophie, et il a toujours eu cette espèce de sentiment d'abandon. Donc voilà peut-être pourquoi il y a derrière certains récits, comme Vendredi de la vie sauvage, une réflexion philosophique possible. Alors, la philosophie, c'est un terme compliqué. Nous y reviendrons justement dans la séquence suivante, lorsqu'on travaillera les textes fondateurs. La philosophie, étymologiquement, ça veut dire recherche de la sagesse. Celui qui fait ou qui lit de la philosophie est en recherche de sagesse. Il veut être sage. Alors, il est vrai que les philosophes se posent des questions très compliquées, des questions globales, comme, alors certains qui participent au club de philosophie savent que les questions que l'on est parfois amené à se poser sont très complexes. Hein, qu'est-ce que la vie? Pourquoi la morale? Etc. Bien, alors peut-être qu'à travers ces romans, Michel Tournier a réussi à, comment dire, à rattraper quelque chose de son échec. Alors, il a obtenu le prix Goncourt pour un roman qui s'intitule Le Roi des Zones. Alors, le prix Goncourt, qu'est-ce que c'est? Ben, bien, c'est le plus grand prix en France que peut avoir un écrivain. Alors, il n'est possible de l'avoir qu'une seule fois dans sa vie. On ne peut pas l'avoir deux fois. Et on dit souvent que c'est le prix des prix. Alors, quand je dis on ne peut pas l'avoir deux fois, il y a eu une petite exception d'un auteur qui a changé son nom, Romain Gary, et qui a fini par l'avoir deux fois. Alors, le Goncourt, eh bien, ça consacre une personnalité qui s'adonne à l'écriture. Alors, je vous avais dit, je vous ai demandé ici finalement de trouver quel roman écrit en 1967 par Michel Tournier était une première version de Vendredi ou la vie sauvage. Alors, je pense que vous l'avez trouvé. Vous le voyez ici s'afficher, c'est Vendredi ou les larmes du Pacifique. Alors, ce roman est plus complexe, beaucoup plus gros que celui que l'on lit. Et ce qui m'amène à dire que la particularité de Michel Tournier, ou alors ce qui, plutôt finalement, ce qui lui plaisait à Michel Tournier, c'était d'être capable d'écrire pour les enfants. Plus exactement, c'était d'être capable d'être compris par les enfants. Alors, on voit à travers Vendredi ou les larmes du Pacifique que la figure de Vendredi, déjà, l'intéressait. Donc, ça insiste dans son œuvre, puisqu'il est revenu avec Vendredi ou la vie sauvage. Et Michel Tournier nous disait que son critère, finalement, pour savoir s'il écrivait bien ou pas, eh bien, c'était cette faculté qu'avaient les enfants de comprendre. À partir du moment où les enfants pouvaient comprendre ce qu'il écrivait, alors ils savaient qu'il écrivait bien. Telle était la philosophie un peu de l'écriture chez Michel Tournier. Voilà pour l'auteur, brièvement. Vous pouvez prendre les notes sur ce diaporama qui vous est diffusé. Maintenant, pour notre troisième partie et pour achever déjà ce parcours un peu entamé autour de Vendredi ou la vie sauvage, nous allons justement parler enfin clairement du récit. Alors, il s'agissait pour vous d'établir ce que l'on nomme le schéma narratif du récit. Alors, un schéma narratif, ça veut dire en fait qu'il faut bien prendre conscience que toute histoire respecte un certain nombre d'étapes. Si vous ne respectez pas ces étapes-là, vous allez créer un manque chez votre lecteur. C'est pour ça que, par exemple, lorsque nous faisons une rédaction et que certains ne mettent pas d'introduction, eh bien, ils négligent une étape de l'histoire. Ici, nous allons voir que l'introduction et la situation initiale se ressemblent, qui va susciter une frustration, un manque chez le lecteur. Alors, nous allons voir ici, elles apparaissent devant vous, ces cinq étapes du schéma narratif.
Et je vais vous donner quelques éléments de correction concernant le récit de Vendredi ou la vie sauvage. Alors, la situation initiale. Alors, je vais faire un rapprochement aussi avec les rédactions. Souvent, la situation initiale, pour moi, c'est celle qui doit être en introduction. La situation initiale, c'est le moment où l'histoire se déroule normalement, où l'on découvre des personnages et tout se passe normalement. Alors, la situation initiale nous permet au lecteur de se représenter d'abord le contexte, où est-ce que cela se passe-t-il, ça nous permet de savoir de qui l'on parle, où sont les personnages, quels sont les personnages, et de voir un écoulement, j'allais dire, de vie normale. Alors ici, la situation initiale dans Vendredi ou la vie sauvage, elle est simple. Robinson est sur un bateau non loin des côtes du Chili. Voilà, il s'apprête à faire du commerce et il est parti en voyage. Vous voyez bien qu'ici, le lecteur, mais nous y reviendrons puisque je vous amènerai à lire quelques extraits spécifiques de l'ouvrage. Mais au départ, évidemment, tout est normal. Le personnage ici s'en va faire du commerce sur les côtes vers le pays du Chili qui se situe en Amérique latine et qui possède une énorme côte maritime. Alors, ça se situe à l'ouest de l'Amérique latine. Jusque-là, le lecteur suit l'aventure, mais si ce n'était que cela, il n'y aurait pas d'aventure. On ne pourrait pas parler de récit d'aventure. Il faut un élément déclencheur. Cet élément déclencheur, c'est ce qui va perturber l'histoire, et c'est ce qui va lui permettre de commencer. Vous pouvez assimiler cela à un film que vous regarderiez. Dans un film, je ne sais pas, schéma habituel, on voit une maison, on entre dans la maison, on voit une famille, tout est normal. Jusqu'au moment où dring dring ça sonne, quelqu'un arrive, annonce une nouvelle terrible, et là l'histoire commence. Nous ici, l'élément déclencheur de cette histoire, c'est la tempête. Une tempête se déclare pendant ce voyage sur un bateau et va provoquer le naufrage. Robinson va se retrouver sur une île qu'il pense au départ désertique. Et vous voyez qu'ici, l'aventure peut commencer. Robinson, seul rescapé du naufrage. À partir de cet élément perturbateur, l'aventure, l'histoire peut commencer. Cet élément déclencheur, souvent, il peut se situer à la fin d'une introduction et l'histoire commence dans le développement. Alors après, évidemment, lorsque l'élément qui a perturbé les choses s'est déclenché, toute la visée du héros, ce sera de parvenir à arranger, j'allais dire, tout cela, c'est-à-dire remettre en ordre tous ces éléments qui sont venus nous perturber. Dès lors, il va vivre un certain nombre de péripéties, un certain nombre d'aventures qui vont lui permettre d'aboutir à une résolution du problème. Mais pour l'instant, nous en sommes donc aux péripéties. Et quelles sont ces péripéties autour du roman de Robinson, de Vendredi ou la vie sauvage, mieux vaut le dire comme ça, puisque c'est quand même Vendredi qui compte. Robinson, alors là, si vous aviez répondu, les péripéties, elles sont nombreuses, et vous pouviez en choisir quelques-unes qui vous semblaient caractéristiques. Alors évidemment, Robinson est seul. Au départ du roman, on voit comment Robinson va commencer à recréer une civilisation. Alors, se dire quoi, recréer une civilisation? Alors, avant même de créer une civilisation, il faut survivre. Et d'ailleurs, c'est un manuel un peu de survie que lire Robinson, parce que l'on voit bien que la première obsession qui
finalement doit nous parcourir, c'est pouvoir boire et manger. Et puis après, plus tard, se loger. Et puis après se loger, créer les conditions d'une vie possible. Donc, ici, on a un certain nombre de péripéties qui nous montrent comment petit à petit, eh bien, Robinson va devoir recréer un modèle dans lequel il puisse se repérer. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des livres, très vite, un certain nombre de choses plus abstraites vont devoir être réglées au risque de se perdre, pour ne pas dire perdre la tête. Être seul, c'est le risque de se perdre complètement. Comment savoir quel jour on est? Comment savoir quelle heure est-il? L'heure qu'il est, pardon. Comment comment pouvoir encore s'adresser à quelqu'un d'autre qui n'est plus là, d'où l'écriture, etc., etc. Donc ça, je dirais que globalement, c'est les premières péripéties. Puis après, la seconde, c'est alors il y en a d'autres, hein, la rencontre avec le chien Taine, puis après la rencontre avec Vendredi, qui là aussi constitue une péripétie, il sauve Vendredi, les différents épisodes entre Robinson et Vendredi, l'apprentissage du langage, le côté désobéissant de Vendredi qui agace Robinson, la manière dont Robinson est très strict dans les lois qu'il crée sur une île où il n'y a personne, etc., etc., constitue autant de péripéties. Et puis finalement, petit à petit, dans le roman, on sent que eh bien, on s'intéresse un peu moins à Robinson pour véritablement vivre et suivre la vie de Vendredi. Alors, la vie de Vendredi, c'est la découverte de la caverne, c'est le combat contre le bouc en Douar, c'est cette chèvre aussi qu'il protège, etc. Alors, parmi les péripéties, d'ailleurs, l'explosion de la grotte constitue vraiment un moment important du récit, puisque on sent que là, tout bascule. C'est-à-dire que tout ce qu'a voulu construire Robinson se détruit à ce moment-là. Le chien Taine meurt d'une crise cardiaque et eh bien, Robinson va commencer, là, sent-on un peu, à lâcher prise et à se laisser aussi apprendre quelque chose par Vendredi. Alors, ici, vous voyez, le nombre de péripéties est important. Vous avez pu en sélectionner d'autres, celles qui vous ont marqué. Là, c'est aussi lié à votre expérience de lecteur. Alors, élément de résolution. C'est-à-dire qu'une histoire, à un moment donné, se termine avec quelque chose qui vient résoudre ce qui a perturbé justement le bon déroulement de la vie de Robinson. Un bateau arrive. Coup de théâtre. Robinson ne veut plus quitter l'île. Pourquoi? Parce que dans le fond, Vendredi lui a appris à aimer cette vie. Il ne veut donc plus la quitter. Et il va être amené, donc c'est résolu. Nous, comme lecteurs, on attend naturellement qu'un jour un bateau arrive pour pouvoir retrouver la civilisation, pour ne plus être confiné dans un seul endroit. Ça, c'est l'élément, j'allais dire, de résolution. Vendredi est très heureux, est admiratif du bateau. Pour lui, c'est peut-être un énorme jouet. Et donc, ils peuvent quitter l'île. Seulement, Robinson, vous savez, va demander au capitaine de repartir de façon à ce que lui puisse rester sur l'île et de ne parler à personne de cette île que l'on ne situe sur aucune carte, de façon à conserver sa tranquillité. Situation finale, que j'ai intitulée de vendredi à dimanche. Pourquoi? Parce que ben voilà, l'histoire est terminée, on a vu un bateau, il a décidé de rester, donc finalement, il y a une nouvelle réalité à laquelle s'est adapté le personnage et qui fait que tout va bien. Mais petit élément de nouveau perturbateur, c'est que lorsque Robinson se réveille, plus de Vendredi. Il le cherche partout,
Et il découvre que Vendredi a décidé de quitter l'île Speranza, l'île de l'espoir, pour partir avec le capitaine du bateau. Robinson est triste, il est inquiet, il sait qu'il y a la traite des esclaves. On dit ici, cela l'inquiète fortement. On sait que lui-même pratiquait la vente d'esclaves. Eh bien, l'histoire pourrait s'arrêter sur cette douleur. Seulement, dans le bateau du capitaine, un petit mousse qui était maltraité a décidé de fuir pour vivre la vie que vit Robinson parce que Robinson lui parle bien. Et donc, Robinson, qui a tiré d'énormes leçons de Vendredi, décide désormais qu'il n'y aura plus à considérer que la vie sauvage, c'est quelque chose d'insupportable, à considérer que être civilisé nous apporte une supériorité sur l'autre qui n'a pas la même culture que nous, et à considérer que on peut tirer des leçons de ce que l'autre nous a appris. Et désormais, plutôt que d'être dans une vie stricte, très réglée, très rigide, avec Dimanche, le petit mousse, tel qu'il va le nommer, eh bien, ils vont décider de vivre heureux, de vivre des jours de fête constamment. Voilà. Ici, nous avons parcouru donc notre histoire. Nous avons introduit Vendredi ou la vie sauvage. Vous avez pu ici voir l'opposition entre sauvage et civilisé. Vous avez pu un petit peu vous représenter qui était Michel Tournier. Et en plus, nous avons pu apprendre ce qu'était le schéma narratif qui possède 5 étapes. Et nous avons ainsi pu nous rafraîchir la mémoire concernant Vendredi ou la vie sauvage. Je vous retrouve bientôt.